dans l'étreinte froide et indifférente du vent. Là où de majestueuses falaises blanches se dressaient, comme des sentinelles face à l'abîme du canal, s'étendait la pittoresque ville de pêcheurs de Dieppe, oubliée par le temps et les marées. Ses ruelles pavées plongeaient brusquement vers un port où, lorsqu'il était dépourvu de ses bateaux de pêche, régnait un silence presque surnaturel, à peine troublé par le murmure lointain des champs qui l'entouraient. On y trouvait de belles demeures en briques couleur crème, où résidaient les âmes solitaires de celles qui avaient aimé et perdu leur époux parti en mer, où l'arôme du sel marin se mêlait aux effluves du poisson frais et aux senteurs âcres de leur cheminée. Aujourd'hui, une excitation particulière envahissait Dieppe. 3 navires s'apprêtaient à quitter ses eaux en direction des lointaines pêcheries. Mais c'était la belle Rosalie, resplendissante barquentine, la fierté de la cité, qui retenait toute l'attention. Elle s'apprêtait à entamer sa première odyssée en direction des mystérieuses Açores. Là, sur le pont, marins et gréeurs s'agitaient, préparant le vaisseau pour le voyage qui l'attendait. Les marteaux des calfats se mêlaient aux chants des débardeurs, et au milieu de cette mélodie entraînante, Pierre déambulait fièrement, vêtu de sa nouvelle veste courte. Demain, lorsque l'aurore pointerait, tout Dieppe saurait que le jeune fils de pêcheur d'autrefois était désormais un marin accompli, un timonier respecté à bord de la belle Rosalie. Quand le soir arriva, Pierre rejoignit sa fiancée Madeleine. Les yeux emplis de fierté et de détermination, il lui parla des préparatifs de leur mariage et lui demanda de se tenir prête à marcher à ses côtés dans la petite chapelle, lorsque la belle Rosalie, après ses aventures, retrouverait les rivages de Dieppe. Enfin, lorsque l'aube étendit ses doigts pâles sur l'horizon, la ville tout entière se pressa au port, les yeux tournés vers le magnifique navire qui se préparait pour son baptême océanique. On y chargeait précipitamment des tonneaux de vin pourpre, des sacs de légumes respirant encore la terre, des paniers chargés de fleurs aux couleurs chatoyantes. Sur le quai, au milieu du tumulte, les amoureux échangèrent des mots doux et des petits bijoux symbolisant leur affection et leur foi. Puis le maître d'équipage souffla dans son instrument, signalant le départ imminent. Les matelots affairés saluèrent leurs mères et leurs sœurs en pleurs, tandis que leurs pères, au cœur gonflé de fierté, observaient leurs fils s'éloigner vers l'inconnu. Alors que les voiles tombèrent des bastingages et les vergues furent matées, le navire gîtait gracieusement sous la poussée du vent, abandonnant Dieppe et les visages aimés en son sillage. Dans une atmosphère saturée de gravité, Pierre s'installa solennellement à la barre de la belle Rosalie. Son geste semblait transcender la simple manœuvre physique. C'était pour lui une consécration. Et bien qu'il gardait son regard fixé sur l'étendue maritime qui s'étalait devant lui, il aperçut du coin de l'œil Madeleine. Là, à l'extrémité du quai, sa bien-aimée agitait sa main en un geste tremblant d'adieu au milieu de la foule. Son visage était empreint de fierté et de tristesse. Et ainsi, la belle Rosalie prit le large, emportée par des brises favorables qui chantèrent dans ses voiles blanches. Le soleil lui-même parut approuver son voyage, illuminant les eaux en une myriade de couleurs. Le bateau s'éloigna, puis disparut dans l'immensité de l'océan. Les mois défilèrent, marqués par l'arrivée et le départ d'autres navires au dessein moins audacieux. L'été déclina, dans les replis d'une mer à l'éclat trompeur, sans qu'on ne vît réapparaître la belle Rosalie. Jour après jour, Madeleine déambulait le long des falaises blafardes, fixant intensément le chenal brouillé à la recherche de la coque de la belle Rosalie. Chaque matin, abandonnant son ouvrage de couture, elle s'avançait le long des quais. Les bruits du port étaient remplis des murmures des vagues et des soupirs des matelots.
Mais aucun écho, aucun messager, aucun débris flottant ne vint à nous apporter des nouvelles de la belle Rosalie. De nombreuses embarcations revenaient défigurées, leurs coques meurtries par les caprices des mers impitoyables. Et de nombreux foyers étaient plongés dans la tristesse par des histoires macabres de naufrages et de calamités marines. Mais de la belle Rosalie, pas un mot, pas un murmure. Les cloches sonnèrent et les cierges brûlèrent pour plus d'un matelot robuste. Des chants s'élevaient, priant pour leur repos éternel. Mais pour les âmes, peut-être damnées de la barquentine disparue, ni prières, ni cierges ne furent consacrés. Madeleine, tel un spectre mélancolique, errait entre l'église et le port. Ses lèvres blêmes étirées par un chagrin insondable, ses yeux brillants d'un éclat nourri par la rigueur du jeûne et de ses prières. Le mois d'octobre s'évanouit en un balai de feuilles mortes et dans le hurlement des tempêtes du canal. Mais toujours pas de nouvelles du navire disparu. Puis vint le jour des morts. Dans l'obscurité de la nuit, Madeleine ouvrit furtivement la porte de sa chaumière. Cependant, une ombre la suivit, l'arrêta sur le seuil de son abri terrestre, avec une supplique presque mélancolique. C'était sa sœur Marie, qui jour et nuit s'efforçait de mettre un frein aux pérégrinations de Madeleine et de recentrer son esprit loin des navires et des marins, sur les voies plus prosaïques de leur existence paisible. « C'est le jour des morts !» déclara Madeleine avec la conviction d'une dévote. « Et je dois veiller sur la belle Rosalie. Elle va revenir. Je dois attendre Pierre. » Puis Madeleine sortit. Marie la suivit, frissonnant de froid. Dans la pénombre envoûtante, les phares des voitures s'agitaient étrangement, créant des ombres fantasmagoriques, alors que nul autre signe de vie n'était perceptible, ni dans le port, ni dans la cité endormie. Les étoiles brumeuses étaient nichées profondément dans le dôme céleste, tandis que sur le littoral grisonnant, la houle fine déferlait dans le noir, silencieuse. Le grand œil rouge du port, semblable à un cyclope des antiques légendes, s'ouvrait et se refermait paresseusement. Les deux silhouettes qui se tenaient sans un bruit au bord de l'eau resserrèrent leurs châles autour d'elles, frémissant face à l'étreinte humide de la nuit qui les enveloppait. C'était l'heure où la frontière entre le réel et l'irréel s'estompait, où les tombes dévoilaient leurs occupants, où les créatures nocturnes surnaturelles exerçaient leur emprise. Mais l'aube de la Toussaint se profilait, assurant qu'après les ténèbres de la nuit, jaillirait une lumière pure et sacrée qui chasserait les spectres malveillants. Mais dans l'instant, tout demeurait immobile dans l'épaisseur veloutée du brouillard. Soudain, un sifflet retentit, brisant le calme de la nuit. Le guetteur du sémaphore avertissait qu'un navire était à l'approche. Les deux femmes s'approchèrent du bord, tendant le cou afin d'apercevoir le bateau. À ce moment, une faible lueur émanait de la brume, furtive et hésitante, comme la flamme d'une bougie. Épuisée, tant par le poids de ses émotions que par l'instant chargé, Madeleine pointa un doigt blanc en direction de l'apparition. « Là-bas! Elle arrive! C'est la belle Rosalie !» Dans la brume, l'ombre d'une coque se dessina. De majestueux mâts pareils à des lances jaillissaient de l'obscurité. Et d'immenses voilures, perclues de perles d'humidité, flottaient sur des vergues brillantes. Mais point de bruit caressant sa proue, point d'embrun brisé, point de ligne où la coque et l'eau se retrouvent, seulement les contours du bateau s'engageant dans la passe. Ses feux de position étaient allumés. Le pavillon français flottait à la corne. « Regarde, Pierre est à la barre !» déclara Marie. « Mais comme il est pâle !» La belle Rosalie se trouvait désormais à une encablure du quai. Une ombre lança une bouée d'amarrage au navire. À cet instant,
L'obscurité s'épaississait sans cesse, au point qu'on ne discernait plus la jetée d'en face. Bientôt, même la silhouette de la belle Rosalie fut engloutie dans les ténèbres. Sur les quais, on s'inquiétait. Pourquoi le navire ne s'amarrait-il pas? Qu'attendaient donc les matelots? Après tout ce temps passé en mer, ils devraient être impatients de débarquer dans leur port d'attache. Puis les premières notes de l'Angélus résonnèrent, portées par le vent, engloutissant les chuchotements confus. Et le brouillard se dissipa, comme chassé par le son des cloches. On allait certainement voir à présent la belle Rosalie. Pourtant, la mer était vide. Un grand silence régna sur le port de Dieppe. Comme engloutie par l'abîme des ténèbres, la belle Rosalie s'était évaporée, emportant avec elle son équipage fantomatique et les secrets de sa disparition. Depuis ce jour, chaque année à la Toussaint, on peut voir apparaître au large de Dieppe les voiles du bateau fantôme.